Bonsoir, je m'appelle Rémi Rabaza, je suis endocrinologue et j'ai la chance de diriger la clinique de diabète de type 1 de l'Institut de recherche clinique de Montréal. Et puis ce soir, je suis avec ma collègue, docteur Emilia Falcone, qui est elle aussi, comme moi, chercheuse clinicienne, mais dans le domaine de la microbiologie et qui a une grosse expertise sur les infections et en particulier les infections virales. Donc, ce soir, on veut parler de la vaccination et le diabète de type 1. On veut faire référence, bien entendu, à tout ce qui se tourne autour de l'infection avec la COVID, mais aussi des autres vaccinations qu'on peut penser pour le diabète de type 1, la grippe, le pneumocoque, l'hépatite B, l'herpès et ainsi de suite. Donc, on attend vos questions, on attend vos réactions. On est là tous les deux comme deux médecins qui faisons à la fois de la médecine, en voyant des patients presque tous les jours, puis aussi de la recherche. Et donc, on a ces deux aspects-là qu'on veut discuter avec vous. Alors, dans les questions qu'on a reçues avant de commencer, le temps qu'il y ait les premières questions, il y avait une des premières questions, c'était est-ce que les personnes qui vivent avec le diabète de type 1 sont plus à risque d'attraper la COVID, d'être contaminés? Puis après ça, s'ils l'ont, est-ce qu'ils sont plus à risque de faire une forme sévère, c'est-à-dire par exemple une forme qui pourrait nécessiter d'aller à l'hôpital? Alors, il n'y a aucune évidence que les gens qui vivent avec le diabète de type 1 sont plus à risque d'attraper la COVID. Par contre, il y a maintenant des évidences beaucoup plus nettes qu'avant que quand les gens qui vivent avec le diabète de type 1 attrapent la COVID, ils sont un peu plus à risque que les autres de faire des formes sévères. Donc, par exemple, les formes qui nécessitent d'être hospitalisées. Le risque semble avant tout lié à des facteurs qui sont bien établis, mais comme par exemple l'âge. Les gens au-delà de 65 ans, on voit vraiment la courbe du risque de forme sévère monter. La présence d'une obésité, on peut on peut avoir avec le diabète de type 1 un surpoids important, l'existence de complications importantes au niveau des reins, au niveau du cœur, et dans les études les plus récentes aussi, les gens qui ont un mauvais équilibre glycémique, la limite semble être aux alentours d'une hémoglobine glyquée de 9% et plus élevée. Donc, c'est ce genre de choses-là. Et on a déjà une question pour toi, Emilia, docteur Falcone, par contre, on va garder les standards. Est-ce que les deux vaccins se comparent? Est-ce qu'il y en a un dans ceux qui sont au Canada? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'au contraire, ils sont un peu différents l'un de l'autre? Bon, ben bonsoir à tous. Merci, Rémi, pour l'introduction. Puis, je pense que ça part la discussion avec une question très pertinente. Alors, comme certains de vous savent déjà, on a deux vaccins qui sont approuvés. Il y a le vaccin de Pfizer et le vaccin de Moderna. Ces deux vaccins qui fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire que c'est des vaccins qui utilisent la méthode de ARN messager pour induire l'immunité. Puis, on peut parler un peu de qu'est-ce que ça veut dire, mais le mécanisme des deux vaccins, c'est pareil. Alors, ce qu'on voit, c'est ce que les études nous démontrent, c'est qu'il y aurait peut-être une légère efficacité un peu meilleure dans le vaccin de Pfizer. Tu sais, on parle de 95% versus 90% pour Moderna, mais les deux semblent très, très bien. Mais au-delà, Dr. Falcone, au-delà du fait que c'est une nouvelle technologie, peut-être on pourra en reparler, puis je me doute qu'on n'a pas besoin d'en parler tout de suite, qu'il va y avoir des questions là-dessus. En termes d'efficacité, est-ce que c'est pas largement supérieur à ce qu'on a l'habitude de voir, par exemple, pour un vaccin qui est largement recommandé pour la population qui vit avec le diabète, comme le vaccin pour la grippe, l'influenza? En termes d'efficacité, les vaccins pour l'influenza atteignent rarement des taux d'efficacité aussi élevés habituellement. Est-ce qu'on peut dire que c'est des taux d'efficacité très efficaces par rapport à ce qu'on a l'habitude pour des vaccins courants comme celui de l'influenza? Oui, sans doute. Puis ça, c'est un très bon exemple. Alors, l'influenza, tu sais, c'est beaucoup moins que ça. Puis on sait parce que le virus, il subit des mutations, c'est-à-dire il se transforme, il change. Et à chaque saison, on doit réviser notre stratégie de vaccination. C'est pour ça qu'il faut se refaire vacciner à chaque saison. Là, avec la COVID,
il y a sûrement la rapidité de mutation est un peu moindre, mais on voit déjà qu'il y a des mutations qui sortent. Mais pour ce qu'on a maintenant avec les souches qui sont en circulation du virus, les vaccins qu'on a maintenant, oui, sont très efficaces en comparaison. Le reste à voir leur efficacité envers les mutants là qu'on a entendu parler au Royaume-Uni, en Afrique et au Brésil. C'est des choses. Alors, on a une deuxième question qui est rentrée, c'est est-ce que tu sais ou est-ce qu'on peut discuter tous les deux de à quel moment les personnes qui vivent avec le diabète vont être priorisées, là, avec le diabète de type 1. Donc, on s'entend si c'est une personne diabétique de type 1 qui vit dans un CHSLD, malheureusement, elle devrait déjà être vaccinée puisque on est à quasi 100% ou on est à 100% des gens pour les CHSLD, pour les résidences pour personnes âgées. Les réductions de livraison ces dernières semaines ont ralenti les choses, là, donc on sait qu'on n'est pas à 100%, mais pour les autres, les plus jeunes, ceux qui ne vont pas être priorisés par rapport à ces deux grands critères-là, est-ce que tu es au courant de quand les gens qui vivent avec le diabète vont être priorisés dans le plan que l'Institut national de santé publique a proposé? Non, je ne suis pas au courant d'une priorisation qui est faite à partir des… J'ai été regarder juste avant le Facebook Live parce que je me doutais la question, en fait, c'est dans le 8e groupe des gens qui sont là. Donc, les critères initiaux sont vraiment les personnes qui sont, par exemple, dans un CHSLD, puis après ça, on descend dans des critères d'âge. Puis quand on quitte les critères d'âge qui sont en bas de 60 ans, pour garder ça simple, il y a l'autre critère qui rentre après ça, c'est les maladies chroniques dans lesquelles le diabète est là. Donc ça, c'est la position officielle de l'INSPQ. Si vous regardez la position de Diabète Québec, et pour être transparent, je fais partie de ceux qui dirigent le comité de Diabète Québec qui l'a proposé. Il y a une demande de l'Association Diabète Québec, de Diabète Canada et de la FRDJ au gouvernement de prioriser les gens qui vivent avec le diabète de type 1 compte tenu des évidences qui s'accumulent que le diabète de type 1 ou de type 2, pour une fois, c'est deux diabètes qui semblent être associés à des risques identiques quand on compare des groupes d'âge identiques, parce que la moyenne d'âge des patients avec le diabète de type 2 et l'obésité est beaucoup plus élevée, c'est deux facteurs importants, mais si on essaie de gommer ces deux choses-là, pour le reste, c'est la même chose. Alors là, les questions sont parties. Emilia, attache ta tuque, il va y avoir des choses. Beaucoup de questions autour de, comme le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, est-ce que les vaccins pourraient être plus ou moins efficaces, déclencher des maladies auto-immunes? Donc, il y a plusieurs questions qui sont autour de, je peux les comprendre comme quels sont les risques pour une personne avec une maladie auto-immune que ça déclenche une autre maladie ou que l'auto-immunité, comme le diabète de type 1, puisse être ou ne pas être une contre-indication à être vacciné. Encore, c'est une bonne question. Ce que les études suggèrent, qui ont inclus d'ailleurs des patients avec le diabète, suggèrent que ça ne pourrait pas, ça ne fait pas ça. C'est sûr que c'est encore en évaluation, mais pour le moment, il n'y a rien qui suggère qu'on déclenche une maladie auto-immune si on a déjà une prédisposition comme avec le diabète type 1. Et donc, essentiellement, dans les études, là, j'ai été regarder les chiffres, c'est compliqué, là, c'est dans les grands rapports des études, c'est à peu près 8 à 9% des gens dans les études qui vivaient avec le diabète. Il n'y a aucune différence dans les deux rapports sur type 1, type 2, comme d'habitude. Tu verras, Emilia, c'est une des grosses frustrations de la communauté auquel on s'adresse aujourd'hui, c'est qu'ils ont l'impression d'être là et l'efficacité était comparable chez les gens avec le diabète, là, au sens général. Donc, compte tenu du fait que le rapport bénéfice-risque semble être encore plus favorable chez les gens qui ont le diabète, puisqu'on sait que le risque est élevé et on sait que l'efficacité est la même chose. Une question qui me semble reliée et qui est intéressante, puis pour autre chose, j'ai aussi relu ça là-dessus, je ne suis pas un spécialiste de ça, il n'y a aucune étude qui montre que les vaccinations pourraient déclencher le diabète de type 1 chez des gens prédisposés, par exemple, donc il n'y a pas d'évidence là-dessus. Des questions autour de une dose, c'est assez, en fait, avec ce choix que le gouvernement a fait d'essayer de couvrir un peu tout le monde avec une dose. Puis je le comprends la question comme étant, est-ce que les gens qui sont un peu plus à risque de forme sévère, comme les gens qui vivent avec le diabète de type 1, devraient avoir 2 doses dans un monde idéal ou pas? Alors, c'est sûr qu'on prend une dose, ça évoque une certaine protection, mais les études ont été faites avec 2 doses. Alors, c'est clair qu'on aime respecter autant que possible ce qui se passe dans les études, mais je comprends tout à fait la position aussi qu'a pris le gouvernement, qu'on essaie de prendre un contrôle, on essaie de vraiment prendre un contrôle le mieux qu'on peut. Alors, ça a des plus ou des moins, mais reste que les études ont été faites avec 2 doses.
Ouais, moi, je suis comme toi. Je pense que dans un monde idéal, on préférerait avoir 2 doses, là, mais on peut comprendre que le gouvernement, dans un contexte de pénurie, peut être mal pris. Puis, as-tu un commentaire sur l'espacement maximum? Il y a plusieurs questions qui font allusion à ça, de dire, ben, le gouvernement propose d'aller quasiment jusqu'à 90 jours. J'ai un peu l'impression qu'on rentre dans un domaine où on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Est-ce que tu penses de ça? Je sais que dans certains cas, quand les doses sont espacées, pour l'hépatite B, par exemple, ils vont, parce que la personne n'a pas pu le faire, on propose un booster dose qui est comme une 3e dose à un moment. Est-ce que tu penses qu'on pourrait être dans ce genre de scénario-là? Oui, je pense que c'est possible. Mais c'est sûr, avoir la 2e dose 90 jours plus tard, c'est mieux que pas l'avoir. Est-ce que c'est comparable à l'avoir après 1 mois? On le sait pas. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Alors, il y a une question que je vais prendre. Est-ce que le fait d'être vacciné aura une influence sur les glycémies? Alors, je vais d'abord répondre un peu à l'opposé. Le fait de ne pas être vacciné et d'attraper la maladie, c'est très clair que ça fait monter les glycémies d'une façon importante. C'est une bonne grosse grippe avec l'inflammation et ainsi de suite. De ce qu'on sait des autres vaccinations, comme par exemple l'influenza, la grippe, oui, souvent, pendant 24-48 heures, il y a une petite réaction inflammatoire dans l'organisme. Il peut y avoir des glycémies, le plus souvent un petit peu plus hautes que ça. Une question que je sais qu'on a déjà discuté dans un coin de corridor tous les deux, Emilia. Si ça arrive à l'automne prochain pour les jeunes, est-ce qu'on va leur proposer de les vacciner en même temps pour la grippe et pour la COVID? Là, s'il y a quelqu'un qui dit, bah, si c'est un enfant, là, disons quelqu'un 15-16 ans, là, les études pour le vaccin et la COVID et les enfants sont en cours, à ma connaissance, il n'y a pas de données au-delà d'un certain âge, mais est-ce que tu penses qu'à un moment, les 2 vaccins vont finir par être donnés en même temps? Est-ce que ça pourrait être ça? J'ai vu des chiffres sur le site de l'NSPQ il y a 2-3 jours, comme quoi la grippe est quasi absente cette année des échantillons qu'on a. Est-ce que je me trompe? Hein? Non, c'est absolument vrai. En effet, on a organisé un symposium pour l'Association des microbiologistes qui a eu lieu juste la semaine passée. Puis ça a été, le docteur Guy Boivin a fait une excellente présentation sur le thème. Puis effectivement, il a fait une blague disant qu'il voulait quasiment canceller sa présentation parce qu'il n'y avait aucun cas. OK. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens sur la sécurité des vaccins? Là, il y a plusieurs questions qui sont… puis en gros, il y en a une, c'est le diabète, ça me rend déjà malade. Est-ce que le vaccin pourrait me rendre plus malade? Puis c'est vraiment des choses qu'on entend dans la population générale, mais peut-être les gens qui vivent avec déjà une maladie chronique pourraient être encore plus… Comment tu peux parler de ce qu'on sait de la sécurité des 2 vaccins qui sont disponibles maintenant? Ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il y a les types de réactions qu'on voit habituellement. Alors, une inflammation localisée, de la douleur, il peut y avoir des douleurs musculaires et une fièvre. Ça peut arriver. Des fois, il y a des hautes fièvres même, jusqu'à 40 dans les 48 heures qui suivent, puis après, ça se replace. Alors, c'est sûr que, tu sais, on induit une certaine réponse inflammatoire, right? Parce qu'on veut vraiment encourager le système immunitaire à avoir une réaction et ça vient avec des symptômes qui vont avec ce genre de processus. OK. Donc, mais en gros, pour parler des études qui ont été faites avec les autres vaccins, j'ai été relire avant tout ça. Il n'y a aucune évidence que la vaccination peut déclencher le diabète de type 1 et il n'y a pas d'évidence non plus que les vaccinations chez les gens qui vivent avec le diabète au sens large, la plupart des études publiées n'ont jamais fait la séparation entre diabète de type 2 et diabète de type 1, déclenchent des maladies auto-immunes. Pour vous donner un ordre d'idée, dans au moins une des 2 études, les gens qui ont été impliqués, ils répondent de façon prolongée tous les mois sur l'apparition d'effets secondaires avec une petite application qui est sur leur téléphone et les données sont compilées. Donc, les suivis sont là. On a maintenant des millions de personnes qui sont vaccinées avec les vaccins de Pfizer, certainement. Moderna, c'est un petit peu plus récent. Et pour l'instant, on n'a aucun signal important. Une question qui existe aussi dans la population générale, si j'ai déjà fait la COVID, est-ce que je suis immunisé? Est-ce que je dois aller me faire vacciner, oui ou non? Oui, il faut quand même se faire vacciner. On ne sait pas… il y a 2 choses. On apprend au fur et à mesure la qualité de la réponse immunitaire et la durée de la réponse immunitaire après l'infection, mais on sait que la réponse immunitaire après le vaccin est meilleure. Et alors, dans cet esprit, oui, on vaccine même les gens qui ont déjà eu la COVID. C'est super, tes réponses sont précises et tout ça. Une autre question je saute vraiment d'une question à l'autre, c'est
est-ce que ces vaccins à ARN qui semblent très efficaces contre la COVID pourraient permettre d'avoir des vaccins contre la grippe un peu plus efficaces? Là, apparemment, quelqu'un qui a eu quelques frustrations avec la vaccination pour la grippe les années précédentes. Là, en d'autres termes, est-ce que c'est juste, ils ont très bien travaillé pour ce virus-là et puis ils sont super efficaces, un peu chanceux peut-être, ou est-ce que la technologie ARN rend un vaccin plus efficace dans la réponse de l'organisme? Est-ce qu'on sait cette réponse-là par rapport aux vaccins atténués, les technologies plus classiques? Je pense que l'avantage avec le vaccin à l'ARN messager, c'est que peut-être on a la possibilité de s'adapter un peu plus rapidement. C'est une question de changer la séquence, dans le fond, pour ajuster le vaccin pour qu'il soit plus précis. Je dirais pas que c'est la méthodologie qui est plus précise, mais ça nous permet une certaine, peut-être, flexibilité. Okay. C'est sûr que c'est une technologie qu'on étudie depuis plusieurs années. Puis je pense que c'est intéressant qu'on la voit maintenant. Puis je suis curieuse de voir qu'est-ce que ça va vouloir dire pour d'autres types de vaccins. Donc c'est pas forcément que la technologie rend le vaccin plus efficace là, mais c'est une technologie intéressante qui pourrait être utilisée dans d'autres domaines. Plusieurs questions sur les gens qui vivent avec le diabète de type 1 peuvent des fois vivre avec des allergies ou des intolérances alimentaires. Par exemple, une complication associée fréquente, c'est la maladie cœliaque. Là, si on a quelque chose au niveau alimentaire, allergie ou réaction, est-ce que c'est une contre-indication à la vaccination si par ailleurs on a un contexte allergique en plus de vivre avec le diabète de type 1? Non, je crois que on fait très attention au concept de l'allergie, c'est sûr, mais il faut avoir une allergie à une composante du vaccin. OK, c'est ça surtout qu'il faut retenir. Et relié à ça, il y a une question, est-ce qu'on sait, et puis je vois bien l'inquiétude qu'il peut y avoir de dire, est-ce que dans les additifs, les excipients, dans tout ce qui fait la sauce autour du vaccin, est-ce qu'il y a des choses potentiellement dangereuses? Il y a une question précise sur les métaux lourds, par exemple. Est-ce qu'il y a un risque d'avoir, je ne sais pas, du mercure ou des choses comme ça? Est-ce que c'est des choses qui sont utilisées dans la composition d'un vaccin ou pas? Il y a des choses qui sont utilisées dans la composition du vaccin. Est-ce que sont jugées comme étant dangereux? Non. En général, on ne voit pas de problème avec ces choses-là. Mais pour la question des allergies, il faut juste pas avoir une allergie à une composante spécifique. Ouais, donc par exemple, en fait, on va faire le lien d'abord ça. Par exemple, il y a certains vaccins qui sont des technologies plus anciennes qui sont développées sur les œufs et les gens qui ont des allergies aux œufs, à ce moment-là, ils doivent être, si je dis pas de bêtises, là, je parle vraiment comme ça, c'est vrai. J'allais le mentionner, c'est ça. On a cette notion d'allergie alimentaire, mais c'est attaché surtout aux vaccins de l'influenza qui sont faits maintenant, sont faits dans des cellules canins, en effet. Mais on en fait encore dans les œufs. Mais c'est sûr, s'il y a une allergie aux œufs, ça, non, on ne suggère pas ce vaccin-là. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des vaccins qui sont dans le pipeline? Là, on sait que celui d'AstraZeneca a été soumis, puis il y a une autre compagnie dont le nom, je l'ai sur le bout de la langue. Johnson & Johnson. Voilà. C'est ça. Fait que ça, c'est deux vaccins qui sont similaires. Alors, c'est deux qui sont pareils. Il y en a encore un autre couple là, qui monte un peu en même temps, que peut-être on considère aussi au niveau de Santé Canada, mais ça, c'est dans leur secret. Puis là, on parle de vaccins d'adénovirus. Puis c'est pas à partir de ARN, mais de ADN. Alors, ce que ça veut dire, c'est que on prend un autre virus. C'est un virus qu'on n'est pas nécessairement familier avec, ou c'est une forme un peu de virus différente qui se réplique pas. Puis là, dans le virus, c'est comme un véhicule pour de l'ADN qui est un peu plus stable que l'ARN, pour faire, encore une fois, les protéines spike, là, c'est pour faire les mêmes protéines, pour ensuite pouvoir les montrer à notre système immunitaire, pour ensuite évoquer une réponse immunitaire. Alors, le virus est le véhicule pour le message qui va coder pour la protéine que nous, ensuite, on va fabriquer dans nos cellules pour induire la réponse immunitaire. Puis, est-ce que tu pourrais revenir un peu là-dessus sur ces histoires d'ADN, d'ARN? Est-ce que l'ARN, il peut s'intégrer à nos cellules? Est-ce qu'il est juste là pour très peu de temps, le temps de déclencher les choses? Et puis, tout ça, là, il y a des questions là-dessus autour de cette inquiétude de est-ce qu'on va devenir des organismes génétiquement modifiés ou pas avec ces vaccins-là?
Oui, c'est pas ce qui devrait arriver. Alors, l'ARN messager est très instable. Alors, c'est un message, c'est littéralement un message, une copie fait une protéine, puis ensuite, ça se dégrade. Ça, c'est une notion fondamentale en biologie moléculaire. Alors, ça s'intègre pas, c'est pas ce qui serait attendu. Ah, tu vois, c'est intéressant parce que je regarde les questions qui rentrent là, et puis tout à l'heure, on avait la question sur est-ce que si j'ai plusieurs maladies auto-immunes en même temps, souvent le diabète de type 1, comme tu le sais, peut coexister avec des maladies de la thyroïde, la maladie cœliaque et autres. Puis là, et puis donc là, c'était est-ce que j'ai plus de risques d'avoir des réactions défavorables et tout ça au vaccin? Mais là, la question est à l'opposé, c'est est-ce que j'ai plus de risques si j'ai plusieurs maladies auto-immunes d'avoir une forme plus sévère de la COVID? Les données là-dessus sont très parcellaires, mais il semble effectivement que quand on additionne plusieurs maladies l'une sur l'autre, le risque de forme sévère augmente légèrement aussi. Là. Donc ça, c'est des choses où ça a déjà été comparé si les gens rentrent parmi les gens qui sont admis à l'hôpital. Donc ça, on essaye d'isoler avec ce critère-là d'admission à l'hôpital qui est souvent facilement accessible, facilement avec des grosses guillemets, mais dans les banques de données, c'est clair si les gens ont été hospitalisés ou pas pour ça. Il semble bien qu'effectivement, s'il y a la coexistence d'autres maladies, ça augmente un peu plus le risque de faire des formes sévères. Vous touchez en effet avec ça dans un domaine qui m'intéresse beaucoup. Alors, docteur Rabot, c'est très bien que je travaille beaucoup avec les patients qui ont des déficiences immunitaires héritées. Alors, ils ont une mutation génétique, ça fait en sorte qu'ils ont un problème de système immunitaire qui ne fonctionne pas. Puis, en paradoxe de ça, oui, il y a une certaine susceptibilité à les infections, mais beaucoup ont des complications auto-inflammatoires. Et on voit souvent, c'est des patients qui auraient du diabète type 1, des problèmes de thyroïde, d'autres manifestations de maladies auto-immunes. Et on est en train de les étudier justement par rapport à la COVID puis la vaccination. Ça va beaucoup nous informer, je crois. La chose qui confond maintenant nos anecdotes, parce qu'on fait partie disons, d'un échange qu'on fait entre nous, ceux à travers le monde qui aiment ce domaine-là, c'est que ces patients font aussi très attention à leurs expositions à questions. Alors, c'est ça qui vient un peu diminuer, ce qui est bien, fait qu'on voit moins des cas sévères, mais c'est aussi un peu associé à des habitudes qu'ils prennent qui sont beaucoup plus préventifs d'emblée. Alors, il y a une question sur la date à laquelle les gens qui vivent avec le diabète de type 1 devraient être vaccinés. Alors, le calendrier est sans arrêt revu à cause des pénuries qu'on a eues là, mais l'espoir du gouvernement pour arriver au stade dans lequel les patients qui vivent avec le diabète de type 1 sont, c'était quelque part dans le printemps. Là, on s'entend que c'était le moment où les patients qui vivaient avec le diabète de type 1, quand même quelqu'un qui dit, dans de très rares cas, il y a quand même eu ce qu'on appelle la maladie de Guillain-Barré qui a été rapportée des fois après des vaccins. Est-ce qu'il y a déjà des cas qui ont été rapportés après? On a toujours du mal à faire le lien entre la cause à effet. En d'autres termes, est-ce que la maladie de Guillain-Barré, qui est une complication neurologique sévère, serait survenue sans la vaccination? Mais il y a quand même eu des doutes que dans des cas très, très rares, des fois, la vaccination pourrait déclencher cette maladie neurologique. Est-ce qu'il y en a déjà eu avec les vaccins contre la COVID? Ben, ce qu'il y a eu surtout, on a vu avec le vaccin de AstraZeneca, c'est arrivé il y a plusieurs mois maintenant, là, qu'il y a eu quelques cas de ce qu'on appelle, en anglais, c'est transverse myelitis. Alors, c'est un peu le même phénomène, comme un processus. Maladie neurologique aiguë qui peut être sévère, oui. Oui, mais c'est là où ils ont fait la pause de l'étude, puis là, ils ont établi que c'était pas relié au vaccin, puis c'était encore une fois comme, je pense que c'était 2 cas, c'était quelques cas. Et depuis, on n'a pas entendu d'autres cas. Alors, j'imagine que le risque serait pareil comme d'autres vaccins. Il y a peut-être un très, très faible risque. C'est ça. Puis, de ce que je comprends des obligations de Pfizer, Moderna et les autres études, ils doivent continuer à suivre au long cours les gens qui ont été dans leurs études et sur une base régulière. Pour une des 2 compagnies, c'est mensuel. Ils doivent rapporter toutes les nouvelles maladies qui sont survenues chez les gens vaccinés et non vaccinés. On s'entend au bout d'un moment. Au début, les groupes sont bien séparés. Il y a les vaccinés et les pas vaccinés, mais il peut très bien, par exemple, avoir été dans une étude en Grande-Bretagne et puis ne pas avoir été dans le groupe pas vacciné, puis maintenant aller réclamer son vaccin. Donc, la différence est différente. Je crois que ça va être important qu'on reparle de ça parce qu'il y a plusieurs questions là-dessus, Emilia, sur le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Est-ce que ça veut dire qu'on est immunosupprimé
ou pas? Ou est-ce que immunité, réaction, auto-immunité, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu peux reparler? Je crois qu'il y a pas mal de confusion dans la population générale pour savoir si une maladie auto-immune, ça donne de l'immunosuppression ou si l'immunosuppression peut donner la maladie auto-immune. Tu as expliqué. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu là-dessus sur la notion de maladie auto-immune versus d'immunité supprimée? Oui. Alors, la notion d'auto-immunité, ça veut dire que c'est le contraire. C'est le système immunitaire est un peu en overdrive, comme on dit. Puis ça a plein de conséquences. Ensuite, en étant dans un temps un peu hyper-inflammatoire, ça fait en sorte que là, si on attrape une infection, on a une réaction, puis on a des symptômes beaucoup plus intenses parce qu'il y a déjà un baseline d'activité immunitaire qui est comme un peu plus que le baseline normal. Alors, dans ce sens-là, oui, puis c'est de là où on voit une plus grosse susceptibilité dans le sens aux complications. Ensuite, si à la longue, il pourrait avoir une immunodéficience, bien, ça dépend. Certains cas de auto-immunité, ça s'attaque à la moelle osseuse, ça fait en sorte qu'on a ensuite des déficiences ou des défauts des cellules immunitaires. Là, oui, ça pourrait convertir dans un processus où il y a une susceptibilité aux infections à cause d'une immunodéficience. Ouais. En fait, de façon générale, les gens qui vivent avec le diabète de type 1, comme le disait le Dr Falconet, là, c'est un peu un diabète, c'est des gens qui ont une immunité un peu trop forte, là. Comme a dit une patiente, une fois, mon immunité était trop forte, elle a brisé mon pancréas, puis c'est une image, mais c'est une image qui est pas si loin que ça de la réalité. Il y a un facteur qu'on connaît dans le diabète de type 1 qui réduit un peu l'immunité, c'est quand les taux de sucre sont franchement élevés. Ça gêne certaines cellules de l'immunité pour jouer leur rôle à certaines cellules qui luttent contre l'inflammation peuvent être là. Donc, auto-immunité et immunodéficience, c'est des choses qui peuvent parfois cheminer ensemble. C'est des choses qui s'adressent à la même chose, mais c'est souvent des choses qui sont un peu séparées et tout ça. Donc, il y a à nouveau des questions sur les effets secondaires sur la glycémie. Je vais revenir à ce que j'avais dit tout à l'heure. Est-ce que le vaccin peut donner des effets secondaires sur la glycémie? Ben, la réponse, c'est quand on n'est pas vacciné, qu'on a l'infection, généralement, ça va faire monter les glycémies. Toutes les infections font généralement monter les glycémies. Le vaccin peut avoir des effets de la glycémie, surtout à la hausse, souvent pendant 24-48 heures, le moment où l'organisme réagit à cette introduction de choses-là. Il y a à nouveau des questions sur quand on a la coexistence avec d'autres maladies auto-immunes. Donc là, j'ai vu passer les maladies de la thyroïde, les maladies de la surrénale, la maladie cœliaque. Est-ce que le vaccin est conseillé ou déconseillé? Basé sur ce que l'on sait, le vaccin est conseillé puisque les personnes qui ont de multiples maladies auto-immunes peuvent se retrouver avec un risque de forme sévère un peu plus élevé. Donc, en gros, peut-être qu'on ne connaît pas tous les risques, mais s'ils existent, ils sont faibles. Et en tout cas, on connaît bien les risques plus élevés, les risques du vaccin, je parlais, et les risques de la maladie peuvent être plus élevés chez les gens qui ont plusieurs maladies auto-immunes, qui est malheureusement quelque chose qu'on voit plus fréquemment dans le diabète de type 1. À peu près une personne sur 5 qui a le diabète de type 1 va avoir une autre maladie. Alors, je m'excuse, il y avait beaucoup de questions. J'essaie de faire attention que j'en ai pas loupé des questions importantes. J'essaie de regarder sur d'autres choses. Sinon, alors, attends, j'en avais reçu une ou deux juste avant les choses. Qu'est-ce qu'il en est des gens qui ont éventuellement, malheureusement, quand on a le diabète, on peut des fois avoir eu besoin d'avoir une greffe de rein, par exemple, pour remplacer un rein qui aurait été abîmé par les glycémies. Est-ce que tu as déjà entendu des choses sur le fait de savoir si on vit avec le diabète de type 1 et qu'on a dû avoir une greffe d'organes? La plus fréquente, c'est malheureusement le rein. Ça peut des fois être les greffes pour les cellules du pancréas. Là, ça se fait aussi d'une façon plus rare. Est-ce qu'il y a des recommandations pour les vaccins chez ces personnes-là? Alors, c'est des patients qui n'ont pas été étudiés dans les études. Et je vais vous dire déjà, on organise des études pour évaluer leur réaction au vaccin et leur réponse immunitaire. Alors, à là de voir comment les sociétés vont se positionner sur ça. C'est un peu le problème qu'on a pour le diabète de type 1. C'est qu'on sait qu'il y avait des gens avec le diabète de type 1 dans les études. On ne sait pas combien il y en avait là, puis on connaît les risques de ne pas être vacciné. On a l'impression que la vaccination est très sécuritaire. C'est quelque chose où je sais que tu as des grandes connaissances. Donc, les vaccins, ils ont été développés pas mal rapidement là. Est-ce qu'on peut être sûr que toutes les étapes habituelles de la recherche
ont bien été respectés là par rapport au développement habituel. Les gens qui vivent avec le diabète, ils voient les étapes pour développer une nouvelle insuline et tout ça là, c'est beaucoup plus long là. Est-ce que ce développement rapide doit nous inquiéter? Est-ce que finalement ce développement rapide nous gêne pour savoir les effets secondaires à court et à long terme, on m'écrit? Alors, il faut, premièrement, les méthodologies qui ont été utilisées, c'est des méthodologies qui sont en étude depuis longtemps, des dizaines d'années. Parfois, ce qui est arrivé, c'est parce que je connais très bien un des chercheurs qui a développé un des vaccins présentement sur le marché. Des fois, ce qui arrive, c'est qu'ils ont développé le vaccin pour un autre virus, puis, comme par exemple le Zika, tu sais, ou le Ebola. Puis là, tout à coup, ben, il n'y a plus de cas, puis là, ils ont pas assez de cas pour sortir et tester le vaccin. Et des fois, c'est ça qui fait en sorte qu'on n'a pas vu la technologie avant. Puis l'autre chose, c'est pour ce qui est des vaccins de la COVID, c'est qu'on fait toutes les étapes, c'est certain, mais il y a certaines étapes qui se sont comme chevauchées, qu'on a comme... Normalement, on les aurait étalées sur plusieurs années. Ça prend comme une moyenne de 10 ans pour faire passer des nouveaux médicaments, des nouveaux vaccins. Mais là, on a comme... On a juste fait plusieurs étapes un peu en même temps. On voit aussi que Santé Canada a répondu infiniment plus rapidement. Moi qui suis des fois demandé dans le domaine du diabète comme expert par Santé Canada, là, mon Dieu que ça allait à toute vitesse. Là, il y avait ça. Il y a une autre question sur, OK, en dehors de la COVID, qu'est-ce que c'est les vaccins recommandés pour le diabète de type 1? Donc ça, je vais parler, puis tu compléteras éventuellement. Le plus recommandé, le plus important, c'est le vaccin pour l'influenza, pour la grippe, qui normalement est recommandé à presque toutes les personnes qui vivent avec le diabète de type 1 sur une base annuelle. Encore une fois, malheureusement, les études qui ont été faites ne séparent pas les gens avec le diabète de type 1 et le diabète de type 2, là, qui est une frustration de la communauté des gens qui vivent avec le diabète de type 1, mais on a des études qui montrent des réductions du risque d'être hospitalisé ou d'avoir des complications importantes de la grippe qui sont de plus de 70% chez les gens avec le diabète de type 1. Donc, on a vraiment l'impression que l'influenza, c'est le modèle que l'on prend pour la COVID. C'est une maladie où il y a plus souvent d'un risque d'être hospitalisé quand on vit avec le diabète et qu'on a la grippe. Et finalement, le fait d'être vacciné semble énormément réduire ça. Il y a un deuxième vaccin qui est recommandé à des groupes un peu plus restreints, qui est le vaccin pour le pneumocoque, qui est une infection sévère des poumons le plus souvent pour ça, et qui est un vaccin qui se donne de façon beaucoup moins fréquente. Il y a d'autres vaccins recommandés. Celui contre l'hépatite B est généralement recommandé. Puis là, on descend dans le niveau d'évidence et de recommandation. Ça a beaucoup été autour des glycémies capillaires, où il y a eu des épidémies d'hépatite B, en particulier dans des résidences pour personnes âgées aux États-Unis, là où les autopiqueurs n'étaient pas forcément personnalisés et tout ça. Là, je suis moins sûr que ce soit valide aujourd'hui, ça, en tout cas de ce que je connais. Et puis, il y a une assez forte recommandation aussi pour varicelle, herpès zoster, là, qui sont des maladies qui peuvent faire ce genre de choses-là. Donc, quand on regarde, puis c'est accessible sur le site de Diabète Canada, si vous voulez les recommandations, c'est influenza, très, très forte recommandation, sans séparation type 1, diabète de type 1, diabète de type 2, pneumocoque, forte recommandation, surtout passé un certain âge, puis des conditions particulières, les gens à qui on a dû enlever la rate, des choses comme ça. Puis après ça, hépatite B, peut-être un peu moins vrai maintenant, c'était surtout, il y avait eu des épidémies vraiment avec les autopiqueurs dans les communautés, et puis après ça, varicelle, zoster. Est-ce que tu compléterais ça avec d'autres choses, Emilia? Non, c'est exactement la même liste. Ça, c'est les recommandations. Et puis, une question à laquelle je pense qu'on peut répondre dans une maison, il y a quelqu'un qui vit avec le diabète de type 1, est-ce que les autres personnes seront priorisées qui vivent dans le même foyer? Je pense que la question vient du fait que pour les aidants naturels dans certains CHSLD, résidences pour personnes âgées, quand ils avaient les doses, ils ont proposé aux gens qui sont des aidants naturels de venir, mais je ne crois pas que l'INSPQ, qui est l'Institut national de santé publique du Québec, se soit prononcé sur les gens qui vivent dans le même foyer que quelqu'un qui sera dans les groupes un peu plus prioritaires que la population générale. Est-ce que tu as vu quelque chose à ce sujet-là? Non, mais c'est une très bonne observation, une très bonne idée. Je pense que, donc, c'est Mme Tessier qui a posé la question. Je pense que la réponse à Mme Tessier, c'est qu'il n'y a pas de recommandation là-dessus, mais idéalement, j'ai été un peu impliqué là-dedans. Les gens au ministère trouvent que c'est simple de fonctionner avec des catégories d'âge. Ils trouvent ça plus compliqué à
avec les maladies. Ils ont bien conscience. C'est pour ça que le diabète fait partie des maladies priorisées, mais on voit qu'ils ont déjà pas mal descendu dans les critères d'âge. Il faut reconnaître néanmoins dans les discussions que moi j'ai eues avec les autorités que si on vient avec le diabète de type 1 et qu'on a plus de 65 ans, là, on combine deux risques, puis ça a vraiment l'air de monter le risque de forme sévère à ce moment-là. Donc, il y a des aspects pratiques et tout ça. La bonne nouvelle, c'est que les doses semblent commencer à rentrer, là, en tout cas, au moins dans certaines institutions dont je fais partie, comme le CHUM, là, ils ont recommencé à vacciner les gens du CHUM cette semaine. Alors, excuse-moi, je vais regarder, mais sinon, on arrive proche de la fin, que j'ai pas loupé de questions. Je vais repartir. Vaccin mieux que l'autre, on avait répondu à ça. Les allergies pour la vaccination, on avait parlé que c'était surtout pour les allergies aux œufs avec certaines formes de vaccins, mais pas les vaccins à ARN. En cas de présence de maladies auto-immunes, on avait plutôt recommandé le vaccin, mais reconnu qu'il n'y avait pas tant d'efficacité que ça. Les doses plus proches, on avait dit que ça semblait le mieux. La vaccination en même temps que la grippe, peut-être l'année prochaine, c'est pas impossible. Le vaccin qui peut rendre plus malade, la réponse, c'est on sait que la maladie peut rendre plus malade. Le vaccin, on n'a aucune évidence pour l'instant. C'est surveillé d'une façon importante. Les nouvelles technologies de vaccin, j'essaie juste de m'assurer que j'en ai pas loupé. Les gens qui ont déjà fait la COVID, on leur recommande de se faire vacciner néanmoins pour avoir une meilleure immunité. Les risques, on en a parlé pour l'instant, on n'en voit pas. C'est surveillé d'une façon très, très importante. Et quand même, les expériences de pays comme Israël, par exemple, où ils ont un système de santé qui est tout informatisé avec le même système. Imaginez-vous ça, ils n'ont pas de fax en Israël. Je ne sais pas comment ils peuvent fonctionner dans le système de santé sans fax. Pour l'instant, on n'a aucun signal d'effet secondaire grave qui soit significatif. Vous savez, les questions philosophiques, est-ce qu'il vaut mieux vacciner la moitié de la population avec 2 doses ou toute la population avec une dose? On a dit qu'on rentrait dans des choses comme ça sur les faits qu'il y avait plusieurs maladies auto-immunes qu'il fallait être vacciné. Je m'excuse, je m'essaie de m'assurer qu'il y a ça. Quand pouvoir être vacciné quand on vit avec le diabète de type 1, quelque part au printemps, dépendant de l'arrivée des doses et en espérant qu'il n'y ait pas de délai comme ça, je pense que je n'en saute pas. Alors, si c'est tout ça et je vais faire ça. Alors, si, une dernière question qui vient d'entrer que j'avais pas vue. En fait, 2, mon Dieu, excuse-moi. Est-ce qu'il y a des vaccins à éviter pour le diabète de type 1? Quand on regarde les recommandations de Diabète Canada, à ma connaissance, il n'y a aucun vaccin qui soit à faire. Tu es d'accord avec ça, Emilia? Oui. Hey, vous êtes content? 2 médecins qui disent la même chose, vous avez bien de la chance, là. Et puis, une autre question qui, à la limite, permet de boucler la boucle et que je trouve très intéressante, c'est il reste encore quelques doses de vaccins contre la grippe. On a l'impression qu'on n'en voit pas à cause de toutes ces mesures, à cause de la COVID. Ça vaut-tu le coup de se faire vacciner pour la grippe maintenant si on n'est pas vacciné déjà? Emilia, qu'est-ce que tu dirais à… Moi, je l'ai quand même eu, le vaccin contre la grippe. Ouais, moi aussi, je l'ai déjà eu. Je dois dire que par contre, je l'ai eu il y a plusieurs semaines là, et la santé publique a clairement annoncé que le nombre de cas pour la grippe était extrêmement bas, là, au point que les tests de dépistage un peu rapides qu'on avait des fois à l'urgence quand on se posait des questions, là, sont suspendus pour avoir toute l'énergie là-dessus. On vous remercie pour toutes vos questions. Je tiens à vous dire, on a déjà fait plusieurs Facebook Live, mais que comme chercheur et comme médecin, ça teinte souvent ce que je vais dire à des patients et ce que je pourrais penser comme projet de recherche. C'est vraiment des questions allumées. C'est pas pour flatter les gens, là, mais il y a vraiment des questions qui sont très, très pertinentes. Vous pouvez utiliser un petit peu de temps, si vous voulez, pour laisser à Delphine, qui est notre modératrice, si vous avez des idées d'autres réunions où vous voulez qu'on ait cette espèce de discussion presque en direct, là, puisqu'on nous regroupe les questions, puis il y en a 2 personnes derrière là, qui nous aident à gérer la technique. On apprécie énormément que vous ayez été aussi nombreux pour venir nous écouter. Et puis, on va faire d'autres événements pour ça. C'est beaucoup basé sur vos réactions qu'on fait pour ça. Et puis, on apprécie beaucoup que vous preniez du temps le soir pour ça. Puis moi, je tiens à remercier Emilia Falconet, que je vois pas au quotidien, mais presque au quotidien. Je tiens à dire devant tout le monde, c'est une future star de la recherche au Québec et c'est quelqu'un qui, quand on aura fini de s'occuper de la COVID, a plein d'idées sur les carrefours de l'immunité et de l'auto-immunité et comment certaines de ces hypothèses de recherche pourraient s'appliquer à pourquoi on développe le diabète de type 1. Là. C'est en particulier autour des bactéries qui sont dans le tube digestif et puis comment elles interagissent avec ça. Donc, quand la COVID nous aura laissé tranquille,
peut-être qu'on réinvitera Dr Falconet un soir à nous expliquer comment un jour on pourrait peut-être prévenir le diabète de type 1. Merci beaucoup à tous et bonne fin de soirée. Merci.